Ma première rencontre ne se fera pas attendre. Je suis à quelques kilomètres de la ville dans laquelle j'ai prévu de m'arrêter, qui était la ville de Babaeski, et une voiture se met à mon niveau. Il y a un homme qui ouvre sa fenêtre et qui me dit en français «Bon voyage». Pourtant, j'ai aucun signe distinctif qui permet de savoir que je suis français, mais voilà, je lui réponds «Merci». Je vois qu'il s'arrête quelques mètres plus loin, je m'arrête également, et puis il me dit en français «Est-ce que je peux t'inviter à boire le thé ?» Et forcément, je n'hésite pas une seule seconde et accepte bien entendu son invitation. Et là, on s'arrête donc dans un restaurant, on mange, on boit le thé, on discute de la vie, de son passé quand il était professeur de français. Mais il commence à être tard et il faut que je trouve un hôtel dans cette ville. Et donc, il m'accompagne très gentiment à l'hôtel qu'il me recommande. Et sans que je m'y attende, il me paye la nuit à l'hôtel. Et j'oublierai jamais cette première rencontre avec Hussein, qui a fait vraiment une preuve d'une bonté et d'une gentillesse incroyable en m'offrant le thé à manger et en me payant l'hôtel. Donc voilà, c'est une première rencontre assez marquante en Turquie et je leur remercie énormément. Je garderai cette rencontre à jamais dans ma tête. Je vais connaître ma première crevaison à 2 jours d'Istanbul et je n'arrive malheureusement pas à remonter le pneu. Chose que j'aurais sûrement dû travailler avant de partir, mais par excès de confiance, je pense être suffisamment capable de le faire. Mais voilà, j'arrive pas à remonter le pneu et j'essaie d'avoir mon père au téléphone pour qu'il me donne éventuellement quelques conseils. Et c'est à ce même moment que je vois un cyclotouriste passer et me saluer. Et donc je saisis tout de suite l'opportunité de l'alpaguer, lui demander son aide. Donc je raccroche avec mon père parce qu'il faut savoir que depuis que j'ai quitté l'Eurovélo 6, je croise quasiment personne. C'est le premier cyclotouriste que je croise depuis Belgrade. Et donc je saisis l'opportunité de lui demander de l'aide. Et donc ce voyageur finalement s'arrête pour m'aider. Et en fait, il s'agit d'un jeune Coréen de 27 ans qui va tout de suite m'aider et prendre les choses en main. Et on va faire ce qu'on peut pour essayer de réparer la chambre à air, mais rien n'y fait. On n'arrive pas du tout à remettre la rustine dessus. Mais ce que je constate, c'est que lui, il y met vraiment toute sa détermination. Il a vraiment envie de m'aider, que je puisse reprendre la route. Ce qu'on décide de faire, c'est que finalement, on va changer de chambre à air, mais il s'avère que je me suis trompé de diamètre de chambre à air. Elle est trop petite pour la taille de mon pneu. Mais ça va faire l'affaire pour quelques kilomètres. Je vois qu'il y a une ville pas très loin, je me dis, écoute, je vais tenter de regarder s'il n'y a pas un magasin que je puisse acheter les bonnes chambres à air. Donc voilà, plusieurs erreurs de ma part, de ne pas avoir à l'avance m'être entraîné à changer un pneu et de ne pas avoir fait attention à la chambre à air que je pensais être bonne. Mais voilà, ça a duré plusieurs heures, il m'a vraiment beaucoup aidé, il était d'une énergie incroyable. Mais je lui ai pris beaucoup de son temps, donc ça me gênait un petit peu de le retarder sur son planning. Donc une fois qu'on a changé la chambre à air et remonté le pneu, je lui dis écoute, reprends la route, je te remercie énormément et puis bonne route à toi. Je reprends la route, je m'arrête dans la ville qui est à une vingtaine de kilomètres pour pouvoir acheter des chambres à air. Je trouve un magasin et j'en achète à la bonne dimension. Je me dis que je vais quand même continuer avec la chambre à air que j'ai. Je repars de cette ville et là j'entends une voix derrière moi. Et en fait c'était Lee, donc le coréen, qui s'était arrêté dans cette même ville, mais lui c'était pour manger. Et donc finalement on commence à faire la route ensemble, on discute et on se dit bah écoute où est-ce que toi tu vas t'arrêter ce soir? Et moi je dis que je pensais m'arrêter dans cette ville-là. Et il me dit bah écoute à ce moment-là on n'a qu'à continuer ensemble et ce soir on prendra une chambre ensemble à l'hôtel, comme ça ce sera moins cher. Et j'étais super content parce que ça fait un bon bout de temps depuis Belgrade que j'ai pas partagé la route avec quelqu'un d'autre. J'ai adoré pouvoir échanger avec lui puisque on a tous les deux 27 ans, on est de la même génération. Et de pouvoir échanger avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même culture que la nôtre, c'était très intéressant, très enrichissant. J'en ai appris un peu plus sur son histoire. En fait, lui, il s'était lancé dans la Légion étrangère, donc en France, pendant 4 mois. Il voulait la nationalité française, mais pour des raisons qui m'échappent, il n'a pas souhaité continuer. Je pense qu'il préférait en fait vivre en Corée. Et donc, ce qu'il a décidé de faire, c'était de prendre son vélo et de partir de Lisbonne. De Lisbonne, aller jusqu'à Istanbul. Istanbul, prendre un avion et aller visiter l'Égypte sans vélo pendant 1 mois.
ensuite retourner à Istanbul, reprendre son vélo et retourner en Corée du Sud. Et vraiment, c'est incroyable. À 27 ans, il avait déjà fait plusieurs Ironman, il avait même été champion quand il était plus jeune, et vraiment une très chouette personne. Et donc, on a décidé d'aller à Istanbul ensemble le lendemain pour clôturer cette belle rencontre. On va faire 120 km ensemble jusqu'à Istanbul. Istanbul pointe le bout de son nez, le trafic commence à se densifier et je savais que la suite serait très compliquée. Je dois rejoindre le quartier de Beşiktaş, c'est là où je serai hébergé pendant 2 jours par de la famille que je n'ai jamais vue. Et la route sur laquelle nous avançons, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du périphérique parisien, sauf qu'à Istanbul, ils sont 20 millions, le trafic est bien plus dense, et nous, on est autorisé à rouler sur cette route parce que c'est aussi la seule que l'on peut prendre. Et j'avais déjà vu dans les forums que c'est très compliqué d'arriver à Istanbul, et le problème c'est que quand on est chargé, on a moins de stabilité sur le vélo. Et je peux vous dire que les moments où ça descend et que je roule entre 35-40 km/h avec très peu de stabilité, avec le trafic qu'il y a, on se sent vraiment pas en sécurité. Donc vraiment, il y a ce stress et ce danger permanent qui nous guette, mais on essaie d'être vigilant, concentré, les mains crispées sur le guidon. À un moment, on se trompe de trajet et par erreur, on se retrouve sur l'autoroute. Et à ce moment-là, c'est vraiment dangereux. Finalement, on arrive à retrouver notre route, sauf que la nuit commence à tomber. On est parti très tard, on est parti vers 11 h et on avait 120 km à faire. Donc, il fallait vraiment qu'on se dépêche. La nuit commence à tomber et à un moment, on est toujours sur les grands axes, mais on n'est pas très loin de pouvoir enfin sortir. Mais il y a la police qui nous interpelle et qui nous demande ce qu'on fait là. Ils nous disent que c'est très dangereux et ils nous incitent à sortir immédiatement. Chose que l'on fait, on sort immédiatement, on se débrouille pour prendre la bonne route. On arrive enfin à l'hôtel où Lee était censé dormir et on se dit au revoir, on se promet de éventuellement aller boire une bière. Mais malheureusement, après, j'ai pas eu beaucoup de temps, on n'a pas pu se revoir. Mais en tout cas, j'étais vraiment très heureux de le rencontrer, il était d'une énergie incroyable. Et je pense que si j'avais été tout seul, peut-être que l'expérience aurait été tout autre. Ce genre de rencontres, elles sont rares, mais elles sont marquantes et je me souviendrai à jamais donc de Lee, ce sud-coréen qui est assez hors norme et qui avait vraiment plein de valeurs à partager. Donc j'arrive sain et sauf dans le quartier de Beşiktaş où j'ai retrouvé la famille. C'est la première fois que je l'ai rencontré et c'était vraiment un plaisir de pouvoir rencontrer de la famille que je n'ai jamais vue, surtout dans ce contexte-là. Après, c'est vrai que malheureusement, rester 2 jours à Istanbul, c'est trop peu. Trop peu, surtout que quand on se repose et quand on voyage à vélo, généralement, les jours de repos, on est extrêmement fatigué, bien plus que quand on roule. C'est parti donc pour la deuxième partie du trajet. Je quitte Istanbul et cette fois-ci, je décide de partir d'Istanbul en train pour éviter de perdre du temps et de me stresser dans la circulation. Je décide de prendre un train jusqu'à Gebze, c'est une ville qui est à 60 km d'Istanbul. Et je décide donc de faire ces 60 km en train, histoire de ne pas galérer donc dans la circulation et de ne pas me mettre en danger. Et voilà, ça m'a permis de gagner un peu d'énergie et un peu de temps et d'éviter de trop galérer dans la circulation. Je vais rencontrer mon deuxième coup dur, un des plus difficiles de ce trajet, mais ce sont des choses qui arrivent parfois, on ne peut pas toujours tout maîtriser. 2 jours après Istanbul, ma copine et moi, on se sépare. J'étais obligé de vous en parler puisque c'est quelque chose qui fait partie de l'aventure, c'est une des difficultés que j'ai rencontrées et à ce moment-là, c'était vraiment un coup dur puisque le fait de voyager seul à vélo, déjà, il faut apprendre à gérer la solitude. Et c'est vrai que d'un coup, de se séparer de sa copine, ça accentue ce sentiment-là et c'était vraiment un des moments les plus difficiles de mon trajet puisqu'on se retrouve tout seul au bord de la route. Je le suis depuis le début, mais disons que dans cette situation-là, ça s'accentue davantage. J'ai gardé le cap, j'avais cet objectif en tête que j'ai depuis 2 ans et malgré tout, voilà, je suis resté concentré sur ce que j'avais à faire. C'était très difficile, mais j'ai quand même gardé en tête qu'il fallait que j'aille au bout. Mais ce jour-là, j'étais pas au bout de mes surprises. J'arrive dans une ville qui s'appelle Duce, je me pose dans l'hôtel, je pose mon vélo en bas, je vais dans ma chambre et je reçois un message sur Instagram et je vois la photo de mon vélo en bas de l'hôtel avec écrit I got you. Et en fait, c'était Chris, l'Allemand, avec qui j'avais fait 100 km après Belgrade, qui s'est retrouvé par le pur des hasards dans le même hôtel que moi 1000 km après. Et c'était incroyable, incroyable de se retrouver
après tant de kilomètres. Le hasard a fait que lui est allé dans le même hôtel que moi. Et quand on s'est retrouvés, on n'y croyait pas tellement c'était improbable de se retrouver 1000 kilomètres après. On décide de manger ensemble, on se raconte chacun ce qui s'est passé pendant les 1000 kilomètres, puisqu'on a emprunté quasiment à peu près les mêmes routes, mais on ne s'est pas croisés. Et finalement, on essaie de voir ensemble quelle est la route que lui va emprunter pour aller en Iran et la route que moi j'ai choisi d'emprunter. Et en fait, il s'avère que lui va quasiment emprunter la même route que moi, sauf qu'à un moment, nos routes vont forcément se séparer. Donc on décide le lendemain de faire la route ensemble. Et dans ce moment difficile, finalement, il s'est passé quelque chose de surréaliste. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça vraiment juste incroyable. Et cette rencontre, elle arrive aussi à point nommé, puisque, comme je vous disais, en termes de dénivelé, là, ça va commencer à devenir très sérieux. Et quand on est accompagné, il est plus simple finalement de se motiver. Et franchement, on était tous les deux ravis, je pense, de partager ce moment difficile ensemble. Donc le lendemain, on fera tous les deux 100 km en atteignant le point le plus haut que je n'ai jamais atteint jusqu'ici, qui était à de 1350 mètres d'altitude. Mais rien ne pouvait nous arrêter puisque le lendemain, nouveau record de battu, on a fait 135 km en une journée. C'était aussi très difficile, mais on est rentré dans une partie de la Turquie où le paysage commence à être vraiment magnifique, des montagnes un peu partout. Vraiment un décor qui à chaque fois nous laisse sans voix et ça aide vraiment à se motiver à chaque fois à avancer. Et dans ces moments-là, le décor que tu as autour de toi, tu en profites davantage parce que tu as la sensation de le mériter. Ce qui est assez fort là-dedans, c'est qu'on se connaît très peu avec Chris. Mais malgré tout, on a réussi chacun à s'adapter au rythme de l'autre. Je pense que déjà voyager avec quelqu'un qu'on connaît bien à vélo, ça peut créer des tensions puisque chacun a un rythme différent, un rythme de vie différent, une énergie différente, un physique différent. Mais avec Chris, pendant ces 4 jours, on s'est vraiment très bien adapté à l'autre. Et donc, c'est ce qui nous a permis de vraiment passer 4 jours vraiment très agréables, malgré le nombre de kilomètres et le dénivelé qu'il y avait à faire. C'était vraiment très très agréable. C'est avec un pincement au cœur forcément que tous les deux on s'est dit au revoir au bord de la route, au moment où nos chemins se séparaient. Et au vu de la situation et des difficultés que j'ai rencontrées quelques jours plus tôt, ça a rendu les au revoir bien plus difficiles. Mais voilà, je suis malgré tout resté très concentré sur mon objectif. Je ne cesse de le répéter, mais c'est comme ça qu'on avance. C'était 4 jours incroyables, des 4 jours que je n'oublierai jamais. Une très belle rencontre et j'espère à l'avenir que je serai amené à le revoir pour qu'on se remémore ces moments-là. Mais voilà, maintenant, cap sur Samsun, dans le nord de la Turquie, pour la deuxième et dernière partie. La traversée de la côte, donc de Samsun jusqu'en Géorgie, se passera relativement bien, il y a très très peu de dénivelé. J'ai la mer Noire à ma gauche, j'ai des montagnes à droite, le paysage est juste magnifique. Ce que je peux dire globalement de la Turquie, c'est que les gens sont assez accueillants, que ce soit dans les commerces ou dans la rue. Donc si un jour vous voyagez en Turquie, sachez que voilà, les gens sont très accueillants. On m'a souvent dit de me méfier, mais en tout cas, à aucun moment en Turquie, je me suis senti en danger. C'est le pays, je pense, où j'ai échangé avec le plus de gens, que ce soit dans les stations essence ou les endroits où je m'arrêtais pour dormir. Donc globalement, j'ai vraiment eu une bonne sensation en Turquie. Je suis resté pendant pas mal de temps. Et puis aussi, en termes de nourriture, je me suis vraiment régalé, c'était juste parfait. Mais en tout cas, vraiment une bonne sensation sur la Turquie et je me rapproche grandement de la Géorgie. Et ça c'est cool. Et donc le 25 octobre, je passe enfin la frontière de la Géorgie. Je suis content parce que malgré le fait de m'être arrêté 4 jours à cause de mon genou en Autriche, et finalement je suis toujours dans les temps par rapport à ce que je m'étais fixé. Je m'étais vraiment fixé de faire ça en 2 mois. Donc là, j'arrive enfin en Géorgie, je passe la frontière, je commence à rentrer un petit peu dans les montagnes. Et là, vraiment, un paysage juste à couper le souffle et je me dis, ok, c'est super. Franchement, la Géorgie, je pense que je vais adorer. Le paysage est vraiment magnifique. C'est un autre type de montagne que les montagnes en Turquie. Là, il y a un peu plus de verdure. Donc le premier jour en Géorgie, je ne fais que 60 km parce que je sais que le plus dur arrive, c'est-à-dire que la Géorgie, en termes de relief, c'est là où je vais atteindre le point le plus haut. Parfois, il faut savoir aussi ralentir parce qu'il y a des difficultés qui vont arriver. Donc je suis vraiment heureux de pouvoir progresser dans un paysage comme celui-ci, mais le lendemain, je vais très très vite déchanter. La route jusqu'ici était plutôt de bonne qualité, sauf que d'un coup, elle s'est
considérablement dégradé. C'est-à-dire que on est passé d'une route goudronnée à de la terre avec des cailloux de toutes les formes, petits, des gros. Et c'est ce qu'il y a vraiment de plus dangereux quand on est à vélo, c'est les graviers, les cailloux pour freiner et même pour la tenue de route, c'est extrêmement dangereux. Et encore plus quand on a des sacoches qui rendent le vélo encore plus instable. Donc ce qui devait arriver arriva, je crève une première fois. Je me dis, il n'y a pas de souci, maintenant je suis un expert pour monter et démonter un pneu. Mais même si le changement du pneu se fait assez facilement, je sens que là ça va être différent vu l'état de la route. J'ai peur que ça ne soit pas suffisant et que d'autres crevaisons arrivent. Et ce jour même, je suis passé de 200 mètres d'altitude à 1300 sur 60 km. Et avec cet état de route, je crève une première fois, puis une deuxième fois. Et nous sommes en fin d'après-midi, je suis en plein dans les montagnes géorgiennes. Et je n'ai plus de chambre à air neuve. Donc je m'arrête dans une toute petite ville, vraiment un petit village. Et donc je vais dans le premier commerce pour essayer de demander de l'aide puisque je n'ai pas d'autre solution. Toutes mes chambres à air sont mortes et je me demande si jamais éventuellement ils peuvent vendre eux des chambres à air. On ne sait jamais, je tente ma chance. À ce moment-là, les personnes qui gèrent le commerce sortent et alpaguent un vieil homme qui m'indique de le suivre. Je le suis et je comprends très vite en fait qu'il veut m'aider à réparer donc mes chambres à air. J'accepte, hein, bien évidemment, j'avais des rustines, j'aurais pu le faire, mais je me suis dit on sait jamais, il va peut-être pouvoir éventuellement peut-être mieux le faire ou que ce soit plus efficace. Voilà, encore une fois un acte de bonté, sans attendre rien en retour, juste cette envie d'aider les autres. Et c'est pareil, ça me marque parce que c'était vraiment un petit village, ils avaient l'air d'être assez pauvres. Mais voilà, il y avait vraiment cette envie d'aider les autres et donc je peux reprendre la route, qu'il fallait que je trouve une solution pour pouvoir trouver un endroit où dormir. Et je vois qu'il y a une chambre d'hôte pas très loin, je me dis je vais tenter le coup. Et vers 17h30, 18h, je vois un panneau avec chambre d'hôte. Et là, tout de suite, je prie pour que il y ait une chambre de disponible, que le propriétaire soit là. Et donc, je vois des gens donc, dans le jardin d'à côté de la chambre d'hôte. Je les alpague et ils appellent donc le propriétaire qui, lui, vient et je lui demande si s'il y a une chambre de disponible. Et il me répond que oui. Donc là, c'est soulagement, j'ai trouvé un toit où dormir ce soir. J'étais bien content parce que le lendemain, ça allait être une journée extrêmement difficile aussi. Je savais que j'allais monter au point le plus haut de tout mon trajet, à 2100 mètres d'altitude. Et donc c'était le lendemain qu'il fallait que je commence cette ascension. Sauf que la route est toujours de mauvaise qualité. Mais voilà, pour me consoler, j'ai un paysage, encore une fois, magnifique, je le répète. Donc aujourd'hui, c'est parti pour l'ascension, pour atteindre les 2100 mètres d'altitude. Sur cette route qui est toujours de très très mauvaise qualité, qui est même de pire en pire. Et forcément, je crains toujours la crevaison qui pourrait vraiment me mettre dans une très mauvaise situation. Finalement, au bout de 2h30, donc j'atteins les 2100 mètres d'altitude. Je suis content, je suis soulagé. J'ai fait une des plus dures ascensions donc, du trajet. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, on va pouvoir profiter un petit peu de la descente sur plusieurs kilomètres. La descente se passe au début plutôt bien et je commence à crever une première fois. Je me dis bon, c'est pas grave, je vais essayer de réparer, je fais ce que je peux. Je crève une deuxième fois. Je tente de faire une autre réparation. Je remonte encore une fois le pneu. Et je crève une troisième fois en l'espace même pas d'une heure. Et ce qui m'oblige finalement à devoir continuer à pied. Et à ce moment-là, je suis vraiment désemparé parce que je n'ai pas d'autre solution. Et donc j'ai dû terminer cette descente à pied. Et c'est frustrant parce que j'ai mis tellement d'énergie dans la montée que j'espérais justement pouvoir profiter et me reposer dans la descente. Je suis un peu désemparé et pendant un instant, c'est vrai que je me suis demandé mais comment c'est possible que j'en sois arrivé là. Je suis si proche de la frontière, comment je vais faire? Donc je regarde sur ma carte et je vois qu'il y a une ville pas très loin. Je me dis, je vais tenter éventuellement de trouver un logement là-bas ou éventuellement un endroit où je pourrais acheter des chambres à air. Je commence à y aller à pied. Je me dis que je vais faire du stop au cas où, si jamais éventuellement quelqu'un pourrait m'avancer pour que je puisse gagner du temps. Personne ne m'a pris en stop. J'arrive dans la ville et là tout de suite, qu'est-ce que je vois? Je vois plein de taxis et je me dis, bon, la prochaine grosse ville, elle est à 20 km. Donc je perds pas de temps, il est déjà quasiment 17h, il est très très tard, la nuit commence à tomber. Je vais vers les taxis sans réfléchir et je leur demande s'ils ont la possibilité
de m'emmener. Là, j'avais vraiment pas le choix. Il fallait absolument que je m'avance dans une grosse ville pour avoir des chances de trouver une chambre à air. Le taxi m'emmène vers un hôtel. Il s'avère en fait que l'hôtel, ce sont des Arméniens, parce qu'en fait, on se rapproche de la frontière, et donc les villes proches de la frontière, c'est quasiment 80-90% des Arméniens. Je leur explique ma situation, je leur dis voilà, je vais avoir besoin d'une chambre à air, est-ce que vous savez si dans la ville je peux en acheter une? Ils m'ont dit pas de souci, demain matin on s'en occupera. Mais à partir de 10 h, le responsable de l'hôtel, il prend sa voiture et on va faire le tour de la ville. Finalement, on fait le tour des commerces et ils vendent tous des chambres à air avec une taille quasiment unique sur des pneus extrêmement larges, des chambres à air qui ne seraient jamais passées sur mon vélo. Et finalement, il va m'emmener dans un garage dans lequel en fait on va réparer mes chambres à air. Je remonte le pneu, il est 14 h et il faut que je reparte. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, c'était vraiment des gens très sympas. Quand j'ai dit au revoir au responsable, j'avais l'impression un petit peu qu'il avait un peu de peine, il se faisait un peu de soucis pour moi. C'était un peu comme si je disais au revoir à mon grand-père, quoi. Donc il y avait vraiment cette complicité et c'était vraiment quelqu'un de très généreux. Je reprends la route, il faut absolument que j'avance. La nuit commence à tomber aussi, il est aux alentours de 16 h, 17 h. Et il faut absolument que j'avance parce que sinon j'atteindrai jamais l'hôtel. Je persiste jusqu'au bout et la nuit commence vraiment à tomber et je suis sur la route et je vois un vieil homme marcher en sens inverse qui arrive dans ma direction et il m'alpague. Donc on commence à discuter mais je vois très vite qu'il parle très peu anglais, mais j'essaie quand même de lui expliquer la situation. Je dis voilà, il faut que j'aille dans tel hôtel, mais il commence à faire nuit et finalement il me propose de venir dormir chez lui. Donc je me dis c'est l'occasion que jamais, il faut que j'y aille. Donc je suis allé avec grand plaisir dormir chez lui. Et tout de suite, en fait, on se retrouve devant sa voiture et il y a une rivière. Et en fait, sa maison, elle est de l'autre côté de la rivière. Et c'est pas une toute petite rivière, elle fait bien 5-6 mètres de large. En fait, ce qu'il a fait pour pouvoir traverser la rivière, il n'a pas fait un pont. Il a tendu une corde entre deux arbres qui surplombent la rivière. Et il y a attaché une palette qui tient sur 4 cordes, d'accord? Et en fait, il s'assoit dessus, il tire la corde et il passe de l'autre côté. Donc je me suis retrouvé dans la campagne géorgienne, assis sur la palette avec mon vélo allongé derrière, vers 18 h, il faisait quasiment nuit, en train de passer sur la rivière. Et dans ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis vraiment en train de faire? Mais j'aime bien, ça me fait rire au fond. Et du coup, on arrive près de sa petite cabane. Voilà, c'est très rustique, mais ça me fait beaucoup rire. On n'a pas réussi, il a beaucoup échangé, il parlait pas trop anglais, mais on a trouvé un sujet sur lequel on était tous les deux fans, c'était le football. Et ce qui est marrant, c'est qu'il me sortait des joueurs de l'équipe de France, comme Platini ou Jean Tigana, etc. Donc on s'est retrouvé un petit peu sur ce sujet-là. Donc c'était assez drôle. Et puis le lendemain, je suis reparti pareil sur la tyrolienne avec le vélo derrière. Bien déterminé cette fois-ci à vraiment aller en Arménie. Et je me rapproche, je suis vraiment pas loin du tout de la frontière arménienne. Je décide de m'arrêter dans une ville et de retourner dans un garage pour faire réparer mes autres chambres à air, dans le doute. En tout cas, voilà, la Géorgie, ça a été un petit peu toutes les émotions, puisque vraiment je me rapprochais de l'Arménie. Et c'est là que j'ai rencontré peut-être les plus grosses difficultés pour avancer. Et c'est extrêmement frustrant quand on est si proche de notre rêve, d'être autant ralenti. Mais en tout cas, j'ai rien lâché jusqu'au bout, j'y ai toujours cru. Et voilà, c'était surtout ça qu'il fallait garder en tête, c'était vraiment de rester déterminé, garder la tête sur les épaules, parce que dans tous les cas, je ne pouvais rien faire d'autre que continuer à avancer et rester déterminé. Je sens que je commence à me rapprocher de l'Arménie, il y a un changement de paysage, et au loin, j'aperçois le poste de frontière et je me dis ça y est, enfin je vais passer la frontière, qu'est-ce que je vais ressentir à ce moment-là? Finalement, c'était de l'apaisement surtout que j'ai ressenti plutôt que de la joie et de l'excentricité. J'étais vraiment apaisé et content, enfin soulagé. Ça fait 2 ans que j'ai ce projet en tête, 1 an que je le prépare à fond et de pouvoir enfin aboutir à quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est une satisfaction énorme. Mais sur le coup, je suis apaisé et je sais qu'il me reste encore quelques kilomètres à faire et j'ai encore 2 jours de vélo. Du coup, on est le 29 octobre et j'ai atteint mon objectif d'arriver en Arménie. Je suis complètement dans les temps malgré toutes les difficultés que j'ai pu avoir. Et je passe la frontière et mon prochain objectif, c'est d'aller à Gyumri. Gyumri, c'est la 2e ville la plus importante d'Arménie. Mais voilà, ça y est, je suis arrivé en Arménie.
4600 km en 63 jours, c'est incroyable. Voilà, c'est la fin de l'aventure Bike to Armenia. Je suis arrivé à Erevan le 1er novembre et j'ai été très gentiment accueilli par le Fonds arménien d'Arménie dès mon arrivée. Je ferai une vidéo dédiée uniquement à l'Arménie plus tard. Mais en tout cas, j'espère que d'avoir suivi mon parcours à travers ces vidéos, ça vous aura plu. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans ce projet depuis le début, que ce soit mes parents, mes proches et tous les autres bien évidemment. Je tiens également à remercier le Fonds arménien de France. Ils m'ont suivi depuis le début et je tiens vraiment à les remercier pour ça. Merci également aux 2 mécènes qui ont permis de financer ce projet qui sont l'entreprise M2H et l'entreprise Monteltago. Sans eux, tout ça n'aurait pas été possible. Merci également à tous les donateurs qui ont permis de financer 2 projets humanitaires en Arménie. Et je terminerai donc cette vidéo en vous invitant, si vous avez des projets qui soient sportifs ou autres, n'hésitez pas à vous lancer dans vos projets, n'ayez pas peur. Sortez de votre zone de confort et vous verrez que si vous restez concentré, si vous gardez vos objectifs en tête, vous verrez que la satisfaction, elle sera énorme, sincèrement. Une dernière fois, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.